Et c'est parti. Bienvenue à Franco Raptors, notre tout premier épisode avec vous, Patrick Bizindavi. Et je suis avec mon collègue Mike Laviole. Aujourd'hui, donc, on a le plaisir de vous présenter le premier épisode de notre saison Raptors. Il y aura beaucoup à dire. On va parler de la pré-saison. On aura un invité spécial de Chris Boucher qui va nous parler justement de cette saison qui s'annonce. Les Raptors ont 30 ans officiellement, 30e saison. Et puis on va parler dans le cadre de Basketball Impact, on va parler de la mauvaise nouvelle, la disparition de Dikembe Mutombo, un des monuments du basketball NBA et bien sûr du continent africain. Et on aura aussi à parler de notre nouveau rookie, Chomche, qui vient directement du Cameroun. Donc ce sera donc une saison bien remplie. On va avoir des invités. On espère vous avoir nombreux sur ce podcast qui commence sur les ondes de Choc FM. Alors sans plus tarder, on va commencer. Mike, bonjour. Salut à toi Patrick. Très heureux de te retrouver pour ce podcast. Il fallait que ça arrive parce que ça fait un bon moment qu'on couvre les Raptors ensemble depuis la saison 2019, la fameuse saison où ils ont gagné la coupe, et il fallait que ce podcast puisse naître parce que on est tout le temps ensemble aux matchs, aux entrevues, et donc ce projet, c'est un projet qui je sais qui te tient à cœur aussi. Donc ce sera vraiment un plaisir de partager le cheminement avec toi. Ouais, c'était important pour moi de voir la suite parce que j'ai arrêté de présenter Dino Talk. J'avais envie de quelque chose de plus grand, entre guillemets. Donc, très content de m'associer avec Choc FM pour avoir vraiment du matériel de professionnel, il faut le dire, un beau studio et pour lancer cette nouvelle saison, cette première saison de Franco Raptors. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti. Donc, on aura beaucoup à dire cette saison. On a la chance d'avoir des joueurs qui parlent français. RJ Barrett. On a bien sûr notre cher Chris Boucher. Là, on vient d'avoir un troisième, Chomche. Et la bonne nouvelle aussi, c'est chez les Raptors 905, Justin Sereste qui est en francophone. Donc, on essaierait d'avoir tout ce beau monde-là. Et bien sûr, des joueurs adverses qui vont venir se faire battre par les Raptors, on va dire. Je ne sais pas et si donc, ça va être souvent cette année. Sans plus tarder, on va parler de l'actualité. C'est parti. Voilà, l'actualité Raptors, c'est bien sûr la pré-saison. La pré-saison qui a déjà commencé cette semaine avec l'entraînement à Montréal. Mais aussi, il y avait le Media Day le lundi. Alors, on était là, on a fait des entrevues à la Media Day. Qu'est-ce que tu gardes, Mike, de cette session avec les médias en début de saison? Dans un premier temps, je voulais qu'on écoute Chris Boucher, qu'on a eu la chance d'avoir. Ouais. Il va nous faire part justement de son état d'esprit par rapport à cette nouvelle saison. Il va nous présenter cette nouvelle saison et il va également nous dire ce que ça représente pour lui de jouer à Montréal. Je te propose qu'on l'écoute tout de suite. C'est parti. Est-ce que tu vois cette nouvelle saison avec les Raptors? Pour moi, je pense que c'est une nouvelle année juste pour mettre toutes les choses que j'ai appris toutes mes années ensemble. Je pense que être un leader, apprendre à les jeunes, mais aussi être capable de montrer comme je dis, avec mes actions. Alors, je pense que quand ça vient au basket, cet été, j'ai passé beaucoup de temps juste à commencer à savoir qui j'étais, les choses que je pouvais faire, où est-ce que je devrais m'améliorer. Puis je pense que maintenant, on a fait un bout, est-ce qu'on est dans une équipe où est-ce qu'il n'y a pas personne qui se demande si ils vont être là demain ou qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'on est tous bien focus, on sait qu'en ce moment, on est en train d'apprendre. Et puis, si on focus sur ça, je pense que ça va être une bonne chose qui va se passer. Puis pour moi, comme j'ai dit, c'est de garder en contact avec le coach et Messa et Mbappé pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils veulent que je vienne. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe. Toi, en tant que vet, quelle sagesse partages-tu avec les nouveaux? Il y a des rookies, des gens qui sont plus jeunes. Qu'est-ce que tu peux partager avec eux? Avec les Raptors, si tu fais les bonnes choses et que tu fais ce qu'ils te demandent, ils vont prendre soin de toi. Puis je pense que comme moi, quand je suis arrivé il y a 7 ans, je savais pas qu'est-ce qui allait arriver. Alors il y a beaucoup de jeunes maintenant, ils arrivent ici, ils veulent se prouver et tout, et ils savent vraiment pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais moi, une chose que je peux leur dire, c'est que si tu travailles fort et que tu mets vraiment ton énergie et ta passion dans la bonne chose, les Raptors, ils font une bonne chance
t'améliorer, mais aussi pour te donner une façon d'impacter la vie. Comme un jeune de Montréal, qu'est-ce que ça signifie encore une fois pour toi? Ben, la première fois, j'y ai manqué, alors ça fait du bien de pouvoir être là. Je pense que ma famille, mes amis, ils attendent ce moment-là depuis un bout. Ça va être vraiment excitant, mais comme j'ai dit, moi, je focus sur la saison. On veut arriver loin, on veut s'améliorer, puis c'est ma job de montrer l'exemple aux jeunes. Voilà, c'était Chris Boucher qui était avec nous au Media Day. C'était vraiment bien de le voir aussi content, il était joyeux et puis il parlait justement du travail qu'il a fait cet été. Il avait un rôle assez réduit l'année passée et aussi les blessures qui n'ont pas fait l'affaire pour lui. Alors Mike, pour toi, qu'est-ce que tu saisis de son état d'esprit? Comment est-ce que tu le vois cette année en tant que mentor des jeunes talents autour de Scottie Barnes? Ouais, c'est une des choses qui ressort de notre entretien, c'est que on a un Chris Boucher qui a l'air de prendre vraiment à cœur ce nouveau rôle, d'être un mentor pour les jeunes joueurs, d'être un leader dans cette équipe. Il nous l'a expliqué, il leur montre ce que c'est qu'être un joueur des Toronto Raptors. Il l'a dit, si tu fais ce qu'il faut, cette équipe va te donner une opportunité. Ça, c'est une des choses à retenir de cet échange. Et une autre chose, c'est qu'il l'a précisé, il y a quand même ce côté-là où il a dit « Je vais rester en contact avec Darko, mais aussi avec Masai et avec Bobby pour savoir ce qu'ils attendent de moi. » Je pense qu'il faut un peu lire entre les lignes sur OK, si je ne joue pas, je vais leur demander ce qu'il en est de ma situation et est-ce qu'on pourrait voir Chris Boucher partir selon sa situation? Je pense que c'est une possibilité. C'est une possibilité et aussi, c'est le plus ancien de l'effectif. C'est le seul qui reste de l'équipe de 2019, l'équipe championne de 2019. Mais il le prend bien, donc on va en parler lorsqu'on va parler de Chomché, mais il le prend bien, il veut partager sa connaissance, il veut partager son expérience. Mais nous, en tant que francophones, en tant que les fans de Boucher, on aimerait bien le voir dans le terrain, c'est sûr. Mais quand même, même au niveau de la santé, après notre entrevue, je lui ai demandé est-ce que tout va bien. La santé, il a dit qu'il va très, très bien. Donc, c'est vraiment bon de le voir dans cet état d'esprit et puis de retourner à Montréal pour le camp parce que la dernière fois qu'ils étaient là, il était blessé. Donc, là, être en famille, être dans sa ville, ça va faire une différence dans donc, la saison de Chris Boucher, on l'espère. Alors, on va revenir sur le Media Day. Donc, on était là et puis on a entendu Masai, on a entendu le coach et différents joueurs. Et Masai dit que c'est une saison de reconstruction. Pour toi, qu'est-ce que tu gardes du Media Day de lundi? Ben, c'est exactement ça. Le mot, c'est reconstruction et développement. C'est ça qu'on va retenir de ce Media Day-là. En fait, les Raptors ont choisi une direction l'année dernière en se séparant des derniers joueurs du titre. Bon, il reste Chris Boucher, mais il n'avait pas vraiment participé, il faut dire ce qui est. Pascal Siakam, OG Anunoby sont partis. Et là, on est dans une nouvelle ère des Raptors avec Scottie Barnes au centre du projet et des joueurs autour de lui. RJ Barrett, Quickley, Grady Dick, Jakob Poeltl pour l'instant qui a l'air également d'accepter son rôle. Et on va avoir une équipe des Raptors qui va être en développement. Et je pense que si tu veux en faire part, c'est Jakob Poeltl qui a bien résumé la situation. Ah oui. Il a dit on ne va pas gagner le titre. On ne va pas gagner tous les matchs. Donc, les joueurs, ils comprennent que c'est une saison où c'est vraiment le développement. Et puis j'ai bien aimé ce qu'a dit Darko. Aussi, là, il a donné la métaphore d'une maison en construction. Donc, avant de construire, on creuse une fondation. Et là, quand on est en train de creuser une fondation, on ne voit rien. C'est plus tard qu'on va mettre les murs, qu'on va mettre les fenêtres. Donc, c'est ça la saison qu'on va s'attendre aujourd'hui. Mais aussi, Mike Darko a beaucoup insisté sur la défense. Ça, c'était l'autre thème du Media Day. C'est la défense. On en a beaucoup parlé déjà l'année dernière, pas dans ce podcast puisqu'il est nouveau, mais notamment sur Dinoto qui est dans nos échanges. La défense des Raptors était, il faut dire le mot, exécrable la saison dernière. C'était l'un des gros points noirs
Sous Darko Rajakovic, l'attaque, c'était bien mieux. On a vu qu'il a su apporter un système offensif à cette équipe. On espère que ça va continuer ainsi. Mais c'est vraiment la défense, avec un changement de perspective du côté du coach des Raptors, qui a introduit le terme de MIG, le Most Important Player. Ouais. Ou Guard. Voilà. Person. Voilà. En tout cas, c'est du genre. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est plus le joueur qui est en protection de cercle, mais c'est le joueur chargé du gars qui est en possession de la balle. Ouais. Donc, on va avoir plus de pression sur le joueur qui a la balle. Et ça se retrouve dans le recrutement des Raptors, qui ont récupéré Davion Mitchell, qui ont récupéré Shed à la draft et qui ont récupéré des joueurs capables de défendre. Et je pense que ça va être vraiment une des choses à surveiller sur cette pré-saison, un peu l'état d'esprit défensif. Et puis, on va retrouver tout le monde. Il faut dire que la saison dernière, blessure de Barnes, blessure de Jakob Poeltl, qui joue un rôle important dans la défense, en rim protection. On sait qu'après sa blessure, on n'avait plus personne, parce que sans faire injure à Kelly Olynyk, ce n'est pas un rim protecteur. C'est ça. La défense, c'est pas son fort. C'est pas son fort, exactement. Donc, ça va être vraiment des choses à suivre sur cette saison, la défense des Raptors, qui peut avoir un rôle très, très important. Et oui, et puis c'est vrai, c'est la défense en priorité, mais aussi, là, c'est clair, c'est une équipe qui sera autour de Scottie Barnes. Alors, pour toi, Mike, comment est-ce que tu vois son leadership cette saison? Parce que les années d'avant, il y avait Pascal Siakam, il y avait OG Anunoby, il y avait des gens qui étaient là depuis avant. Mais là, le message est clair. C'est une équipe en reconstruction. C'est une équipe qui sera construite autour de Scottie Barnes. Alors, comment vois-tu justement son style de leadership? Énormément de questions à Scottie Barnes sur son leadership pendant ce Media Day. Il a indiqué quelque chose qui est assez étrange. Je sais que nos confrères anglophones en ont pas mal parlé. Il travaillait sur ses communication skills. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un peu la question. Donc, il a expliqué qu'il veut être plus un modèle par la parole, parce qu'il est déjà un modèle par l'exemple. Donc, on va suivre ça. On sait que c'est son équipe. On sait que l'année dernière, déjà, il a fait des pas dans cette direction-là. On a des joueurs qui ont beaucoup loué ses nouvelles qualités de leader. Maintenant, c'est son équipe, c'est vraiment à lui de montrer que c'est le patron et que, en fait, de toute façon, cette équipe va aller aussi loin que Scottie Barnes le voudra. Ça va être vraiment la locomotive de cette équipe et ben voilà, si on veut que cette équipe nous surprenne cette année, eh bien, il va falloir un grand Scottie Barnes qui se rapproche du niveau All-NBA. Il faut qu'il reste All-Star, mais il faut qu'il se rapproche des meilleurs joueurs de cette ligue. Il en a le potentiel, je pense. Maintenant, c'est à lui de jouer, tout en tirant son effectif, ses coéquipiers vers le haut. Oui, c'est ça. Oui, et puis Scottie Barnes, il faut le dire, il est absent pour des raisons personnelles donc au training camp qui est à Montréal. Mais on sent qu'il veut mettre l'équipe en premier parce qu'on lui a justement posé la question par rapport à ses statistiques personnelles en parlant de All-NBA, en parlant de All-Star. Il a dit, si je fais ce que j'ai à faire, tout ça va être de soi-même, ça va développer de soi-même. Mais il est vraiment important qu'il sache que c'est lui le leader. Et puis, il le sait. Et puis, Media Day, c'était aussi de revenir sur les 30 ans des Raptors. Ça a déjà commencé. On a vu des festivités en ville. On a vu des terrains qui ont été inaugurés. Vince Carter sera là. Donc, toute la saison, ce sera une saison de célébration. Le 2 novembre, il y aura le maillot de Vince Carter qui va être retiré officiellement, le numéro 15. Et donc, on a pu parler à certains des joueurs francophones comme RJ Boucher sur justement la signification des 30 ans des Raptors. On va les écouter. Pour toi, les 30 ans des Toronto Raptors et la célébration de Vince Carter cette saison? C'est beaucoup pour moi parce que 30 ans et moi, je vivais là quand j'étais petit. Je regardais comme tous les matchs quand j'avais comme 8 ans, 9 ans. Alors, j'aime les Raptors beaucoup. Alors, c'est vraiment important pour moi et je suis très content d'être ici et très content pour être ici pour le 30e anniversaire. Beaucoup d'histoires, ça a pris beaucoup de temps pour qu'on arrive ici. Je pense que quand tu y penses, il y a le Vince, Carl, DeMar, Kawhi, c'est beaucoup de générations. Alors je pense qu'en 30 ans, pour qu'une équipe ait une équipe pendant 30 ans, c'est beaucoup. Puis
faut juste continuer comme ça. Je pense que ça montre une nouvelle génération qui s'en vient. Voilà, donc c'était la réaction de Chris Boucher et RJ Barrett sur les 30 ans des Toronto Raptors. Comme annoncé, il y aura beaucoup de festivités. Alors, pour toi, les 30 ans, qu'est-ce que tu t'attends justement de cette saison? Voilà, on célèbre la 30e saison des Raptors. Bah, j'espère que ça va être un petit peu, comment dire, quelque chose qui va venir nous égayer dans une saison qui s'annonce pas forcément riche en victoires. Ouais. Donc, à mon avis, ça va être quelque chose de sympa tout au long de la saison pour apporter un peu de la joie, pour célébrer les joueurs qui sont passés par les Raptors. Et voilà, et les joueurs, ça leur tient à cœur. Et qui sait, peut-être que dans ces matchs de célébration, ils vont essayer un peu de se surpasser. Donc, ça peut être qu'une bonne chose, je pense, pour cette saison. Et oui, j'ai interagi avec certains fans et qui commencent déjà à se plaindre du coût des billets parce que là, beaucoup de matchs sont déjà sold out et les gens revendent les tickets. Et certains de mes amis fans des Raptors m'ont dit que ce sera vraiment impossible de trouver des billets pour le match du 2 novembre, là où on va célébrer la carrière de Vince Carter. C'est bon pour la franchise, bien sûr, de garder la personne qui a mis Toronto vraiment sur la planète basketball, la planète NBA. Donc, on aura l'occasion d'être là. Peut-être qu'on aura certaines entrevues pour les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent. On sera là pour vous. Alors, pour clôturer un peu sur cette page de la pré-saison, alors, les gens nous écoutent, ils nous regardent ce samedi. Et ce week-end, ce sera le premier match de la pré-saison contre le Washington Wizards. Une équipe aussi qui est en reconstruction comme les Raptors. C'est vrai que les matchs de pré-saison, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est juste voir où on en est. Qu'est-ce que tu t'attends de ce match-là contre le Wizards ce week-end? Je pense que ça va être un peu une revue d'effectifs. On va avoir l'occasion de voir un peu tous les joueurs. Ça va être une très bonne chose. Voir justement, on en parlait, comment va se comporter l'équipe défensivement, même si on sait que en général, pendant la pré-saison, il n'y a pas l'intensité qu'il y a dans la saison régulière, mais malgré tout, je pense qu'il y a une volonté des joueurs de se montrer parce qu'il y a des places à prendre dans l'équipe. Donc, je m'attends à un peu pouvoir voir tous les joueurs et avoir des premières idées sur cette nouvelle défense de Darko Rajakovic et avoir des confirmations aussi sur le style de jeu offensif pour voir si ça fonctionne toujours aussi bien avec l'équipe au complet. Alors, on a une idée des 4 des 5 de départ pour les Raptors. Donc, bien sûr, Scottie Barnes, il y a IQ, Emmanuel Quickley, RJ, Yak. Donc, ces 4 postes sont vraiment... Là, il n'y aura pas de surprise. Mais on n'a pas... Justement, on a posé la question au coach Darko, qui va jouer le poste numéro 2, là on ne sait pas. Donc pour toi, comment est-ce que va être la composition des 5 de départ de l'équipe? Donc les 4 là, c'est sûr, que à moins qu'il y ait blessure, on le sait qu'ils sont les 4. Pour toi, que penses-tu du poste 2? Eh ben, c'est le grand débat de ce début de saison. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus grandement dans notre prochain podcast qui sera sur la preview de la saison, mais c'est l'une des grandes questions. Qui va occuper ce poste 2? Comme tu l'as dit, on connaît les 4. On sait que ça va être Scottie Barnes, on sait que ça va être RJ Barrett, on sait que ça va être Quickley, on sait que Paul Tull va être titulaire. Mais qui pour les accompagner sur ce poste d'arrière? Il y a des candidats. Celui qui se détache le plus et qui fait le plus parler pour l'instant, c'est Grady Dick, forcément, puisque c'est sa 2e saison et c'est le joueur qui apporterait le plus des spacing. Donc, logiquement, il pourrait être le candidat idéal. Moi, j'ai des petits doutes quant à sa défense. C'est ça. Après, en fait, pour moi, le candidat idéal, ça serait Ochai Agbaji, mais qui shooterait bien à 3 points. Ouais. Et le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas vu ça sur son passage à Toronto. Mais pour moi, on a besoin d'un arrière défensif à côté de Emmanuel Quickley. Et en fait, Ochai Agbaji a ce profil parfait, sauf que le problème, c'est qu'il ne rentre pas ses tirs pour l'instant. Et dans un 5 avec déjà Jakob
et Scotty qui n'est pas encore très adroit à 3 points. On a besoin de 3 autres joueurs autour qui sont capables de marquer de loin. Donc pour moi, Ochai avec un tir à 3 points, ça serait l'idéal. Et je mets une petite pièce sur une surprise. Moi, je pense que Davion Mitchell a vraiment une carte à jouer pour... Surtout pour sa défense. Mais aussi, on a vu l'année passée Darko qui retirait Scotty des 5 de départ pour l'amener avec la deuxième équipe. Ce sera peut-être ça qu'il va faire, de pouvoir le tirer du match juste avant la fin de du premier quart-temps pour le ramener avec second unit, comme ils disent. On va voir. Ce sera vraiment l'occasion de cette pré-saison de voir les différentes combinaisons que va faire le coach. Mais le plus grand débat, c'est aussi la santé, parce que l'année passée, il y avait tellement de blessures que là, on espère, on croise les doigts que il y aura... Donc, les joueurs sont là. Et puis, pour le moment, il y a Bruce Brown, qui est blessé et puis qui ne pourra pas participer à la préparation. Mais sinon, l'équipe est au complet, moyennant des petites choses à gauche, à droite. Donc, on est vraiment... j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, mais j'ai pas beaucoup d'espérance de voir une saison à 42 victoires. Ce sera peut-être mieux que la saison passée, mais pour toi, est-ce que tu te vois en play-in, une place en play-off peut-être? Comment est-ce que tu vois cette saison? Je pense que la saison réussie, ça serait... S'ils atteignent le play-in, ce serait déjà une saison réussie. Mais en soi, je vais reprendre ce qu'a dit Jakob Poeltl. Les Raptors peuvent avoir une saison réussie sans gagner beaucoup de matchs. Je pense que vraiment le plus important, ça va être de suivre l'évolution des joueurs. On veut voir du progrès, en fait. Je pense qu'on va y revenir pendant notre preview de la saison. Mais les Raptors ont un calendrier hyper difficile jusqu'au mois de décembre déjà. C'est une possibilité qu'ils ne gagnent vraiment pas beaucoup de matchs, hein. On y reviendra, mais on le fera le calendrier ensemble. Mais je crois qu'au bout de 15 matchs, s'ils n'ont que 2 victoires, ça ne sera même pas un scandale tellement les adversaires sont forts. Ouais. Donc en soi, moi, ce que j'espère, c'est que l'équipe, après ces débuts de saison qui risquent d'être très difficiles, ne baisse pas les bras et en fait continue à progresser parce qu'ensuite le calendrier va être moins difficile. Donc si l'équipe peut parvenir à garder la tête haute, à maintenir son jeu, à continuer à progresser, ce sera déjà une très très belle chose. Et si y a un petit bonus avec une 10e ou une 9e place synonyme de play-in, bah pourquoi pas, c'est toujours une expérience de prise. Après, j'espère qu'ils ne vont pas trop gagner parce qu'il y a une belle draft, de beaux repêchages 2025. Il faut que ça serait bien de suivre l'exemple des Atlanta Hawks qui ont fini en play-in et ont eu le numéro 1 de la draft. On peut toujours penser à cette chance-là. Et les Raptors, du coup, auront leur choix de draft puisque celui qu'ils ont perdu au bénéfice de San Antonio, maintenant ils l'ont. Ouais. Donc au final, c'est une bonne chose qu'ils ne l'aient pas eu pour la dernière draft qui était moins élevée, moins bonne en qualité. Et voilà, je pense que c'est ça que je vais suivre. Je vais suivre l'évolution. Et en fait, ça ne veut pas dire que la saison ne sera pas intéressante en fait, au final. Il faut juste la voir d'une manière différente. Je pense que c'est la première année qu'on ne va pas avoir d'attente en termes de victoire. On va avoir des attentes en termes de progression, de voir des jeunes joueurs se montrer. Et puis voilà, voir comment cette équipe peut évoluer. Et puis on peut faire confiance à Masai pour faire les ajustements nécessaires si, par chance... on revit une saison comme en 2013 où il avait fait un peu comme une reconstruction avec des jeunes joueurs. Mais au final, après le trade de Rudy Gay, l'équipe s'est mise à gagner. Ouais. Il l'a renforcée et elle avait fait les playoffs cette année alors que personne ne les attendait. Donc, on peut toujours dire, on ne sait jamais de toute façon. Les joueurs, comme on dit, ce n'est pas les joueurs qui tankent. Ce n'est pas l'entraîneur qui tank. Eux, ils vont vouloir... C'est les dirigeants qui décident. C'est les dirigeants. Eux, ils vont vouloir gagner tous les matchs. Et s'ils ont le moyen de le faire, ils le feront de toute façon. Ouais, donc, c'est ça qu'on va suivre. Mais bien sûr, sans avoir des attentes élevées parce que ça ne sert à rien de se faire du mal s'ils enchaînent les défaites. Ouais. On sait que l'effectif n'est pas fait pour aller, comme Yak l'a dit, pour aller chercher le titre ou 65 victoires. Et surtout qu'on voit des équipes de l'Est qui se sont vraiment renforcées avec les trades de New York, avec les nouveaux joueurs. Donc, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont jouer dur. Ils vont faire de leur mieux. S'ils gagnent des matchs,
c'est bon, mais l'important, c'est le développement, comme ils le disent. Là, je sais que les fans aimeraient voir leur équipe gagner, mais la reconstruction, ça prend du temps. Ça prend du temps, et puis gagner un titre, gagner un autre back-to-back, c'est presque impossible à NBA. Il y a peu d'équipes qui ont réussi à le faire. Donc, on va voir. Mais on a vraiment hâte d'être là pour vous, les fans qui nous écoutent, qui nous regardent. On sera là pour les entrevues, on sera là pour aux entraînements aussi. Donc, on aura des entrevues à faire avec nos francophones qui sont aux Raptors. Mais aussi, on aura des fans qui pourront participer à notre podcast comme invités et puis avoir leur réaction. Ce sera vraiment important pour nos fans francophones d'être avec nous. Donc, on est là pour vous dans notre podcast Franco Raptors. Et donc, on va enchaîner avec la pause. Et bien sûr, on vous rejoint dans quelques instants avec les points sur des nouveaux, la nouvelle recrue des Raptors. Et c'est parti pour la pause. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Bizindavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Eh bien, on va parler de Ulrich Chomche maintenant. Ça sera une chose qui va revenir chaque semaine avec moi. Je vais suivre la carrière de notre jeune Ulrich Chomche, un jeune joueur camerounais qui a été sélectionné en toute fin de repêchage, mais ce n'était pas un choix que les Raptors avaient. Masai Ujiri a fait l'effort de donner de l'argent aux Timberwolves pour pouvoir récupérer Ulrich Chomche. Donc, il a dit c'est un joueur qu'il avait envie de récupérer et on va l'écouter justement. Alors ça va être en anglais, on en parlera juste après et je vous inviterai à aller voir la vidéo qui sera disponible sur YouTube si vous voulez avoir les sous-titres. Mais on va revenir sur ce que Masai Ujiri a dit à propos de Ulrich Chomche. Very, very, very intriguing young player. I remember watching him the first time at Bâle, and he showed incredible instinct defensively, and he also work ethic, playing hard, and that mindset. Those Cameroonian guys, man, they're tough. You know, they know what they want. When I go back to Lukumba Mute, Joel Embiid, our dear Pascal Siakam, Christian Koloko, there's something about those guys that, you know, they fight hard. It's pride for them. They want to succeed. They want to accomplish. And Chomche is the same way. And we're hoping we can take him and help him develop and grow as a player. Très intéressant ce qu'a dit Masai à propos de Ulrich Chomche. C'est un joueur qui l'a intrigué sur ses instincts défensifs. Il l'avait vu pour la première fois lors de la Basketball Africa League dans la Ligue africaine. Et il a tout de suite remarqué, comme il le dit, que c'est une particularité des joueurs camerounais. Il a cité Luc Bahamute, il a cité Joel Embiid, Pascal Siakam, Christian Koloko. Ce sont des joueurs qui jouent dur, qui ont une fierté de jouer dur et qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils vont, qui ont une ambition. Et voilà, il espère qu'ils peuvent développer, ils vont pouvoir développer Ulrich Chomche de la même manière qu'ils avaient développé Pascal Siakam. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour nous. On a l'occasion de suivre à la source, j'ai envie de dire, dès sa première saison, un jeune joueur qui pourrait faire partie des belles surprises à l'avenir. Enfin, ça sera une surprise pour le grand public, mais ça n'en sera pas une pour nous. Oui, on sait ce qu'il a comme potentiel. Mais aussi, c'est bon pour le basketball africain parce que donc la Basketball Africa League produit son premier joueur qui est drafté par un Africain, donc Masai Ujiri, et donc l'équipe des Raptors qui a l'habitude vraiment de développer. Et c'est sûr qu'on ne le verra pas souvent en équipe première. Il sera souvent avec les 905, qui est donc... pour son développement, c'est vraiment important. Mais c'est quelqu'un, moi je le vois comme un Yanis
en pépinière. Donc, c'est vrai que les fans auront à le découvrir, à voir ce qu'on a vu en lui, à voir ce que Masai a vu en lui. Mais c'est vraiment une chance spéciale qu'on a sur ce jeune garçon. Et puis, comme l'a dit Chris Boucher, il s'est bien intégré. C'est le plus drôle de l'équipe, d'après Chris Boucher. Est-ce qu'on peut écouter Chris Boucher justement à ce propos? On va écouter Chris Boucher qui nous a parlé de Shomche, et puis il y a une petite surprise à la fin. C'est mon petit frère, lui. Comme j'ai dit, je pense que c'est le gars le plus drôle de l'équipe. Je suis autour de lui le plus souvent. Il veut toujours apprendre. C'est bien d'avoir quelqu'un comme ça autour. Et puis, comme j'ai dit, c'est bien que je peux prendre soin de lui. Et une dernière question. L'équipe va à Montréal pour le training camp. I just give you a shout out, man. I just give you a shout out. En français. Bonjour Ulrich. Ça Oui, ça va très cher. bien. Ça coûte cher, Chris Boucher qui a shout out Ulrich Shomche qui passait par là juste après. Oui, on faisait l'entrevue avec Chris Boucher et comme par hasard, Shomche passe devant nous au moment où on parle de lui, et puis Chris Boucher qui dit que ça coûte cher pour faire la promotion de Shomche. Alors Mike, comme tu l'as dit, tu le suis depuis un moment. Tu as parlé avec un des coachs, Justin Ceres, et aussi Joe Tuomu qui le connaît bien. Comment peux-tu nous dire, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux discussions que tu as eues avec les deux? Oui, alors moi j'ai fait partie de ceux qui étaient dans la salle de presse le jour de la draft et qui ont éclaté de joie pour un pick 51, je crois. Ils n'ont pas trop compris les anglophones autour de moi, mais c'est parce que, oui, je savais qu'il y avait Ulrich Shomche qui était dans le viseur des Raptors. En tout cas, s'ils avaient choisi d'avoir un 4e pick, c'était pour le prendre. Oui, j'ai discuté avec Joe Tuomu, qui est son entraîneur à la Basketball Academy en Afrique, et qui surtout l'a découvert, enfin pas vraiment qu'il l'a découvert, c'est un ami à lui, puisque lui il a un grand réseau en fait au Cameroun et un petit peu partout en Afrique, puisqu'il était le directeur de l'académie. Maintenant il l'a quitté, mais en tout cas on lui a fait vent d'un joueur du côté de Bafan, donc à l'ouest du Cameroun, dans un village. Et il est allé le rencontrer, il a discuté avec ses parents, il a dû convaincre ses parents de l'emmener au Sénégal, puisque l'académie est au Sénégal. Et en tout cas, en fait, ça se rapproche un petit peu de ce que Masai m'a dit. Il m'a dit qu'il faisait partie d'une tribu, les Bameliké, qui sont vraiment des gens, comme l'a dit Masai, qui savent ce qu'ils veulent, qui sont déterminés, qui sont fiers de leurs origines. On l'a vu lors de sa première interview avec les Raptors, il n'a pas hésité à dire moi je suis un village et j'étais un fermier. C'est quelque chose dont il est fier de sa famille. On sait qu'il joue également parce que sa maman est malade, il veut vraiment avoir les moyens de l'aider. Et voilà, il y a vraiment, comme me disait Joe Tuomu, il y a un drive dans sa vie, il y a quelque chose qui le guide. Il m'a même dit que pour lui, il sent que le feu qui brûle en lui est plus fort que ce qu'il avait détecté chez Siakam et chez Embiid. Parce qu'il faut savoir que Joe Tuomu, il est vraiment à l'origine de la plupart des jeunes joueurs camerounais. C'est le grand détecteur de talent de là-bas. Donc ouais, ça va être très très intéressant. En tout cas, si vous lisez mon entretien avec Joe Tuomu, si vous allez voir son interview en vidéo, vous avez le choix, soit sur ma page YouTube, soit sur ONFR. Vous pourrez en savoir plus sur lui. Il y a vraiment une belle histoire qui se dessine. Et enfin, j'ai parlé avec Justin Ceres. Vous pouvez également retrouver l'entretien sur ONFR. Justin Ceres, c'est un tout nouvel assistant des 905. Il était coach universitaire du côté de Wilfrid Laurier, c'est à Waterloo. Et là, il vient d'être recruté justement en priorité pour s'occuper de Ulrich Shomche. Vous avez dû le voir, il n'est pas encore super à l'aise avec son anglais, donc c'est une volonté des Raptors de l'entourer de gens qui parlent en français. Ouais. Et Justin va avoir ce rôle auprès de lui dans son évolution et voilà, dans son accompagnement, parce qu'on peut imaginer qu'il va être beaucoup avec les 905. Oui, c'est ça. Donc, lui, il joue pour sa mère. Pascal Siakam jouait pour son père. Donc, on voit qu'il y a cet aspect de la famille chez eux qui est vraiment très poussé. Et puis, c'est un jeune qui a énormément d'enthousiasme, qui est très drôle. On a vu certaines vidéos avec ses anciens coéquipiers. Donc, on va vraiment avoir du fun à le suivre. Peut-être il aura quelques minutes à jouer avec l'équipe première, mais les fans des Raptors, les fans africains qui nous suivent, ce sera probablement
à suivre avec les matchs des Raptors 905 pour pouvoir le développer, mais énormément de potentiel ce jeune Camerounais. Et puis nous, en tant que journalistes francophones, on est bien choyés d'avoir un joueur de plus après le départ de Siakam, de Christian Koloko. Il y a un francophone qui nous revient. Justement, en parlant de Christian Koloko, on a posé la question à Chris Boucher, de, justement, ce que signifie pour lui le retour de Christian Koloko en NBA. On va écouter Chris Boucher. Koloko qui fait quand même son retour en NBA, ça doit te faire plaisir, même si c'est pas avec les Raptors, de voir qu'il est en bonne santé. Ça fait du bien. Comme j'ai dit, je pense qu'on attendait tous ce moment. On était vraiment tristes de savoir qu'il ne pouvait pas jouer avec nous. Et puis, surtout quand j'ai vu que c'est quoi la raison. Des fois, je ne sais jamais qu'est-ce qui se passe, mais je suis content qu'il est de retour. Et puis, comme j'ai dit, revenir puis jouer avec LeBron, c'est spécial. Alors, c'est sûr quelque chose de bien va se passer. Voilà, donc c'était Chris Boucher qui réagissait sur le retour de Christian Koloko à la Ligue, à la NBA, après une saison où il était absent pour maladie. Alors Mike, est-ce que le retour de Christian Koloko, c'est bien sûr une bonne nouvelle? Est-ce que le fait d'avoir choisi les Lakers et puis d'avoir un two-way contract, il ne sera pas nécessairement avec l'équipe première, est-ce que ça t'a surpris, ce choix d'équipe? Dans un premier temps, ça m'a surpris et ça m'a déçu parce que nous, on a un peu nos infos en off aussi et on nous avait dit qu'il y avait un accord avec les Raptors pour revenir. Donc, c'est clair qu'au départ… Un accord verbal avec son agent pour revenir aux Raptors s'il faisait son retour en NBA. Mais il s'est trouvé qu'on a aussi eu les infos avec Patrick que c'était plus pratique pour lui puisque le médecin qui le suit est à Los Angeles. Donc, c'était plus pratique pour lui de signer avec les Lakers. Et puis… Comme le dit Boucher, Los Angeles, c'est pas mal quand même de jouer avec LeBron James. Ouais. Il va jouer avec Bronny aussi, je pense, dans l'équipe de G-League. Ouais. Donc, ça va être, c'est bien pour lui. On est content. On peut pas lui en vouloir. De toute façon, on peut juste être content qu'il y ait un joueur qui avait vu sa carrière être terminée prématurément. On peut juste être content qu'il fait son retour en NBA et on lui souhaite le meilleur. Et on sera très content d'aller l'interviewer s'il est avec les Lakers. Quand il sera de retour à Toronto, ce sera un moment super, je pense. Ça c'est sûr. Mais ça, c'est vraiment bien de le voir revenir sur le terrain parce que il est parti prématurément. Je pense que l'année passée, il n'a joué aucun match. Il est parti juste… Non, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Donc là, le voir en forme et puis retourner à la Ligue, on ne peut que souhaiter bonne chance à lui. Et puis, il est encore jeune. On ne sait jamais, peut-être à la fin de son contrat avec les Lakers, il peut revenir chez nous. On ne sait jamais. Donc, vraiment, on lui souhaite du bonheur. Et bien, quand il sera à Toronto avec les Lakers, on pourra aller le voir dans les vestiaires. Puis, pouvoir l'avoir en entrevue pour les fans qui nous suivent. Voilà, c'était un peu en discussion sur la pré-saison, ce qui s'annonce bientôt. Et dans notre podcast, il y aura aussi une partie où on va parler de l'impact du basketball dans les communautés. Et c'est dans la partie qu'on appelle Impact Basket. Impact Basket. Voilà, dans le domaine Impact Basket, on va vous parler d'une figure africaine qui vient de disparaître, Dikembe Mutombo. On était aux entrevues du Media Day quand on a appris la nouvelle. C'était c'était vraiment très triste de pouvoir l'apprendre de cette façon parce qu'on était vraiment en direct et puis… l'effet que ça a fait quand on a vu sur Twitter la nouvelle, la disparition de Dikembe Mutombo. Et il faut dire que Masai, le président de l'équipe, c'est un ami proche de Dikembe Mutombo, c'est un ami proche de sa famille. Lui, il avait terminé sa partie de conférence de presse, mais quand il a appris donc la mort de Dikembe Mutombo, il est revenu au micro pour en parler. Beaucoup d'émotions. J'ai trouvé que c'était vraiment courageux de sa part de pouvoir revenir parler aux membres du média de ce qu'il sentait en ce moment-là. J'ai eu l'occasion de lui poser justement la question. La question, c'était en anglais, mais c'est de savoir quel impact donc le fait d'avoir Mutombo en NBA comme pionnier, parce qu'à l'époque, il y avait juste Dikembe Mutombo, il y avait Manute Bol et Hakeem Olajuwon.
les 3 seuls Africains qui étaient en NBA. Maintenant, on en a beaucoup. Il y a une multitude de joueurs africains qui sont dans la ligue. Donc, moi, j'ai posé la question à Massa de savoir qu'est-ce que ces joueurs-là peuvent apprendre de la carrière de Mutombo, de la personnalité, de la personne elle-même de Mutombo. On écoute Masai Ujiri. The work he did on the continent, you know, but the work he did in the NBA too. He was a star, and he took care of his profession. He was very serious about his profession, and I can't believe I was talking about Dikembe and he's not here. How many times have you guys seen Dikembe Mutombo in Toronto here? You know, many times he's come, not only to support me, to support the team. I think the last time we were in Montreal, Dikembe Mutombo was there. To support Pascal, all these players. What that guy meant to us, the pace he set, what Dikembe Mutombo, Akim Olajuwon, Manute Bol did for us on the continent is something you cannot imagine. Nobody did it like those 3 in setting the pace for us. Now both of them are, Manute Bol and Dikembe Mutombo are gone. We remember them with great pride. We talk about Dikembe Mutombo with great pride. There's nobody like that guy. Nobody, trust me. Beaucoup d'émotions sur ce passage de Masai Ujiri qui a souligné l'impact, on est dans Impact Basket, l'impact de Dikembe Mutombo non seulement en NBA, mais également en dehors, puisqu'on sait qu'il a fait énormément de choses. Patrick, tu vas en parler, mais il a construit un hôpital dans son pays, au Congo. Et il soulignait également le côté pionnier, comme tu disais, entre lui, Manute Bol et Hakeem Olajuwon, qui sont les premiers joueurs qui ont tracé la voie des sets de pace, il a dit. Ils ont tracé la voie à tous ceux qui sont arrivés derrière, dont Masai Ujiri en tant que dirigeant. Et voilà, et ensuite il a terminé en disant qu'il n'y a personne comme Dikembe Mutombo, il n'y a vraiment personne d'autre avec une grandeur comme la sienne. Oui, effectivement, c'est une grosse perte pour le sport, une grosse perte aussi pour l'humanité, parce que c'était quelqu'un de spécial. Il faut dire qu'il est venu aux États-Unis, il avait déjà 21 ans, donc il a commencé à jouer un peu plus tard dans la ligue. Il a été à l'université de Georgetown, qui est une université quand même réputée en termes de joueurs de grande taille comme Mutombo, comme Patrick Ewing, Alonzo Mourning. Ils sont tous passés par l'université de Georgetown. Mais dans la ligue, c'est quelqu'un qui s'est imposé beaucoup en termes défensifs. Il a été élu 4 fois meilleur défenseur de la ligue. Il a été élu 8 fois dans le All-Star. Et puis, bien sûr, il a été élu au Hall of Fame. C'est quelqu'un qui a fait un gros impact, que ce soit à Atlanta, à Houston, à Philadelphie, où il est arrivé en finale contre les Lakers de Shaquille O'Neal et de Kobe Bryant. Donc, au niveau basketball, c'est quelqu'un qui a eu un gros impact et qui a eu une longue carrière, parce qu'il a pris sa retraite, il avait dépassé la quarantaine, où il a joué ces dernières années à Houston, où il remplaçait justement Yao Ming au poste de centre. Mais son impact va au-delà du terrain de basketball. On a parlé, on a mentionné la construction de l'hôpital à Kinshasa, donc son pays natal, où il a dépensé plus de 20 millions de dollars pour construire un hôpital moderne. Il a construit des écoles. Il a développé beaucoup le basketball en Afrique. Justement, Masai parlait lors de la conférence de presse qu'il a voyagé pendant 20 ans de suite, où il voyageait en Afrique avec Mutombo, que ce soit au Congo, que ce soit au niveau d'autres pays africains, mais aussi son cœur. Il avait un gros cœur à pouvoir être un bon exemple aux joueurs africains qui sont venus dans la ligue, mais les gens autour de lui. Il a donné une petite anecdote, Masai Ujiri, où il a rencontré à l'aéroport Dikembe Mutombo.
Il venait d'avoir une promotion à Denver. Et puis quand Mutombo l'a rencontré, il était habillé en habit de sport et tout. Et puis il dit à Masai, tu viens d'avoir une promotion, non? Oui. Et puis il dit, il faut t'habiller en conséquence. Et puis aussi quand une délégation des joueurs est partie en Afrique du Sud pour rencontrer Nelson Mandela, il y avait les joueurs qui étaient habillés n'importe comment. Et puis Mutombo a dû intervenir pour le dire, vous êtes venu pour rencontrer Nelson Mandela, habillez-vous comme si vous allez rencontrer. Donc, donner l'honneur à ses grands frères et puis de pouvoir avoir ce cœur d'honorer les gens, ce cœur pour donner par l'exemple qu'il a. En tout cas, vraiment, on vient de perdre un grand homme. Il a de la famille ici à Toronto. Il est venu plusieurs fois au Canada pour soutenir non seulement Giants of Africa, Masai Ujiri, mais aussi pour visiter sa famille. C'est quelqu'un d'extraordinaire qu'on vient de perdre. Oui, il l'a dit, Masai aussi. Il était présent lors du dernier match à Montréal pour venir soutenir les joueurs des Raptors. Pour terminer, est-ce qu'on ne ferait pas nos souvenirs? Quels sont nos souvenirs un peu je vais commencer de Mutombo. Moi, je suis arrivé un peu plus tard que toi à la NBA, mais quand même, j'ai eu vraiment l'occasion de voir Dikembe Mutombo puisque j'ai commencé à suivre la NBA dans début des années 2000. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'est les finales contre les Lakers en 2001, face à Shaquille O'Neal. Un modèle de résilience et de courage face à Shaquille O'Neal qui était vraiment dominant à cette époque-là et qui n'était vraiment pas sifflé pour ses coups de coude qu'il envoyait. Et je me rappelle d'un Mutombo qui en avait vraiment pris plein la tête, voire plein la bouche des coups de coude de Shaquille O'Neal. Mais il n'a jamais, comme on dit en anglais, il n'a jamais back down. Et c'est ça que je retiendrai sur le terrain. Et en dehors du terrain, en dehors de toutes ces actions en Afrique, je vais plutôt retenir quelque chose d'assez drôle parce que j'ai notre ami de Raptors Belgique qui utilise toujours un GIF sur Twitter. Lorsqu'il y a un contre pour les Raptors, il a mis la partie de Mutombo dans la pub qu'il avait fait où il contre tout ce qu'il trouve. Et il y a un enfant qui jette le paquet de céréales, il tape dedans. Et je trouve que c'est super drôle et ça résume bien un peu le contreur, le défenseur qu'il était. Et puis avec ce geste qui est iconique avec le doigt comme ça, ça a été repris même par Serge Ibaka d'ailleurs qui lui a fait un hommage où à un moment il contre, il est par terre, il fait le geste. Donc voilà, c'est ça mes souvenirs. Et toi, qu'est-ce que tu retiens? Oui, moi j'ai commencé à le regarder. Dans le temps, quand j'étais au Burundi, il y avait une compétition des équipes juniors. Donc une équipe burundaise est partie jouer au Congo à l'époque et on parlait d'un certain Mutombo. Quand les joueurs sont revenus du Burundi, ils parlaient d'un certain Mutombo et puis tout le monde disait qu'il était extraordinaire. Il n'y avait pas la télé à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc j'avais déjà entendu parler de son nom à cette époque-là, avant qu'il ne parte à Georgetown. Et bien sûr, à côté NBA, c'est sa défense. C'est vraiment sa défense. Les finales 2001, moi, je les ai regardées en direct. À cette époque, on était très jeunes, mais il s'imposait vraiment dans la raquette. Et moi, la petite histoire, c'est pendant le All-Star Game, quand il est en train de blaguer avec Michael Jordan, qui disait « Tu n'as jamais dunké sur moi, tu ne le feras jamais. » Et le prochain match, Michael Jordan qui va justement en attaque et qui dunk sur Mutombo et puis qui fait le doigt. Ah oui, il lui a fait le doigt, oui, elle est iconique. C'est ça, donc c'était vraiment extraordinaire cette partie-là. Et puis c'était quelqu'un de très drôle, avec une voix rock là qui s'impose, mais c'était quelqu'un de grand cœur et puis il parlait plusieurs langues et puis il a été reconnu. Il a eu, je pense, une médaille du président des États-Unis, George Bush à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui a été reconnu comme ambassadeur de la NBA en Afrique. Et puis c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui avait un cœur énorme. Là, c'est vraiment, on vient de perdre quelqu'un de très important. Mais je pense qu'on va rester là-dessus sur ces belles paroles. Repose en paix, Dikembe. Voilà, c'était notre premier Impact Basket. Et puis aujourd'hui, on a parlé de Dikembe Mutombo qui s'est éteint lundi au milieu de notre Media Day.
Et donc, c'est sur ces mots qu'on va clôturer l'émission d'aujourd'hui, la première édition de notre balado Franco Raptors. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous sur Choc FM, ceux qui nous écoutent en audio et ceux qui nous regardent sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur les chaînes YouTube de Choc FM. On sera là tous les samedis à partir de 13h pour vous parler de nos chers Raptors en français, 100% franco. 100% en français. Merci à tous. On vous invite vraiment à aller vous abonner. On a un petit objectif. On veut faire grandir la chaîne YouTube de Choc FM. Allez vous abonner. Mettez des commentaires, mettez des likes, participez, donnez votre avis. On va tout lire. On va essayer de répondre. Moi, j'aime bien ça. Je suis ouvert au débat, donc n'hésitez pas. Suivez-nous aussi tous les deux sur les réseaux sociaux. On va vous montrer tout l'envers du décor de la NBA pendant toute la saison. Et puis voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier épisode. Je vous présente mes excuses pour les caméras. Je vais faire mieux la prochaine fois pour ceux qui regardent sur YouTube. Il y a des petits réglages, hein. C'est la pré-saison pour nous aussi. Mais en tout cas, on était très heureux de vous présenter ce premier épisode. On revient la semaine prochaine avec la preview de la saison. On voulait laisser un peu de match de pré-saison pour avoir une meilleure idée de comment les Raptors vont jouer. Mais voilà, on est très heureux. Et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! Let's go Raptors!